Alors, suite de la vidéo, l'essentiel pour parler anglais. Donc, on parlait de phonétique. Donc, il existe environ 12 sons qui existent en anglais, mais pas en français. Donc, se concentrer sur ces sons-là, par exemple, ça va permettre de plus rapidement s'adapter à la langue, et donc de non seulement distinguer les sons qui existent en anglais, et aussi, c'est indispensable, être capable de les prononcer. Pour prononcer un nouveau son, il faut être capable déjà de le distinguer. Un point important à prendre en compte sur la phonétique aussi, c'est que la phonétique, c'est pas juste entendre, ça va être ensuite pour prononcer, pas non plus juste avoir une conscience du son, mais savoir comment prononcer le son d'un point de vue musculaire. C'est-à-dire que la manière dont l'endroit où vous placez votre langue dans la bouche pour former une voyelle, ou la manière la forme de votre bouche, ou à quel point descend votre mâchoire, ce sont des points qui influencent votre prononciation et qui vont faire que vous êtes plus ou moins facile à comprendre pour un natif. Ensuite, le vocabulaire. Alors, le vocabulaire, c'est évidemment important. C'est souvent le challenge quand on apprend une nouvelle langue, puisque le vocabulaire, ça semble énorme. Alors, sur ce sujet-là, pour moi, l'essentiel, c'est d'attaquer le vocabulaire sous plusieurs angles différents. Et ça, c'est simple, en fait, et c'est assez naturel, au sens où une langue, on s'en sert pas pour parler juste dans un contexte. On s'en sert pour parler dans plein de contextes différents. Apprendre l'anglais des affaires, par exemple, ça se défend, mais c'est un petit peu vague déjà, parce que l'anglais des affaires, dans quel type d'affaires, dans quel type d'entreprise on travaille, dans quel type d'emploi on a, ça joue beaucoup. Et donc, c'est un exemple, l'anglais ce sera jamais juste un sujet précis. Ça peut être intéressant de se concentrer sur un sujet précis qui nous passionne, mais pour avoir un vocabulaire riche, il faut attaquer le vocabulaire sous plusieurs manières différentes. Et la meilleure manière de faire ça, c'est de varier les approches, c'est-à-dire que ça va être par exemple lire des romans, lire des manuels, euh, euh, écouter la télé, écouter des livres audio, regarder des vidéos sur YouTube, tout ce qui peut vous aider à pratiquer. Euh, sur ce point-là, ça va être évidemment les rencontres que vous faites, sachant que c'est naturel, avec des amis on parle de plein de sujets différents, et vous devez, pour être à l'aise, vous devez être capable de faire la même chose en anglais. Donc l'essentiel pour le vocabulaire, c'est la variété. Ce qui m'amène au point suivant, les interlocuteurs. C'est quelque chose qui est assez facile de mettre de côté, et pourtant c'est vraiment important, avoir des interlocuteurs anglophones avec qui discuter. Ça demande un petit peu d'effort pour en trouver, mais pas beaucoup. Franchement, de nos jours, avec Internet, que vous ayez envie de travailler l'anglais uniquement depuis chez vous, ou uniquement en rencontrant les gens en personne, enfin, vous pouvez tout faire. Euh, ce qui est intéressant, ce qu'il y a d'intéressant aussi par le fait d'avoir des interactions avec des natifs, c'est que ça va vous créer une sorte de pression positive. Votre cercle social a forcément une influence sur ce que vous faites. Et si vous vous retrouvez avec énormément de connaissances ou d'amis qui sont natifs, forcément les occasions de pratiquer vont venir et revenir. C'est vraiment une très bonne chose. Euh, alors je vous dis que c'est simple, il y a plusieurs manières d'aborder ça. Je vais vous mettre des liens dans la description de la vidéo. J'aime beaucoup Conversation Exchange et Couchsurfing. Euh, Couchsurfing, rapidement, c'est un site qui permet de se faire héberger à l'étranger gratuitement. C'est très bien pour voyager, mais ça permet aussi, si vous avez déjà un hébergement ou si vous voulez faire ça sur votre ville, de rencontrer des gens de tous les pays pour boire un verre ou ce que vous voulez. Avec Internet, c'est très facile de se mettre à pratiquer avec les forums, les chats. Ensuite, il n'y a pas de limite à tout ça. L'essentiel, c'est que vous preniez le temps de vous faire beaucoup de rencontres. Si je prends l'exemple du hongrois, bon, je suis encore loin de parler couramment hongrois, mais j'ai déjà un niveau intermédiaire, et ça, je l'ai atteint en 2 mois et demi, pour une langue qui est censée être très difficile, qui est surtout très différente. Elle n'est pas si difficile que ça, elle est juste différente. Et ce qui m'a permis de progresser très rapidement,
c'est que j'avais, quand j'étais à Budapest, une dizaine d'interlocuteurs, enfin une dizaine de connaissances. Certains, je considère que c'était juste des connaissances, d'autres sont vraiment devenus des amis. Une dizaine de personnes que je voyais régulièrement, avec qui on s'envoyait des messages, des mails, et puis avec qui on allait simplement discuter, et je parlais hongrois pendant 2 heures, avec peut-être un petit peu d'anglais ou de français par moment, mais l'occasion de pratiquer était là. Et c'est quelque chose que je fais aussi maintenant que je suis de nouveau à Paris, parce que si je peux le faire en hongrois, si je peux trouver des gens avec qui échanger en hongrois, je pense que vous pouvez le faire en anglais. Sérieusement, je pense que c'est possible. Euh, Ensuite, un point supplémentaire, c'est entendre la langue. C'est vraiment indispensable. Entendre la langue, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire entendre la langue anglaise tous les jours. C'est différent de la phonétique. La phonétique, c'est le fait d'étudier les sons qui existent dans la langue pour s'y adapter plus rapidement. Mais entendre la langue, je veux dire, c'est simplement s'habituer à avoir de l'anglais dans les oreilles toute la journée, ou au moins régulièrement. Euh, alors à ce niveau-là, ce que je recommande beaucoup, c'est les livres audio. Et selon votre niveau, c'est plus ou moins difficile. Ce qu'il faut voir, c'est que écouter de l'audio sans tout comprendre, c'est quand même une bonne chose, parce que ça habitue quand même votre oreille et votre cerveau à la langue en question, et ça va vous préparer, si vous parlez, peut-être que vous parlez pas encore vraiment anglais, au sens où vous n'avez pas l'occasion de vraiment prononcer la langue, vraiment la parler dans ce sens-là. Euh, mais si vous vous habituez à la langue, le jour où vous parlez, ça va être beaucoup plus simple. Et ça, encore une fois, ça aide à rendre la langue familière. Et une fois qu'elle est familière, on se décomplexe aussi par rapport à ça. C'est ça qui est assez particulier en France, c'est que je vois pas ça à l'étranger, c'est que les gens sont très complexés par le fait de parler anglais, notamment parce que typiquement ils ont un accent fort, mais ça ne doit pas empêcher de se lancer. Donc simplement entendre la langue euh, pour, pour, pour s'y adapter. Et pour ça, il y a plusieurs manières. Alors, les livres audio, les podcasts, mais aussi tout simplement une méthode de langue pour débutants. Elles sont pas forcément passionnantes, mais simplement écouter ça tous les jours pendant que vous pouvez faire autre chose en même temps. Apprendre, c'est aussi inconscient. On n'est pas forcé d'être là toujours studieux quand on fait les choses. Simplement baigner dedans, c'est une bonne chose. Donc, si vous êtes débutant, prenez une méthode pour débutants, ou ce que vous voulez, mais décomplexez-vous par rapport à la langue et habituez-vous à elle grâce à ça. Ensuite, un dernier point qui me semble important et qui conclut la liste, c'est le fait de lever le doute. Alors, qu'est-ce que je veux dire par le fait de lever le doute? Euh, c'est que à chaque fois que vous avez quelque chose qui vous gêne, arrêtez-vous et éclaircissez-le. Alors, quelques exemples. Si vous travaillez sur un texte, enfin si vous êtes seul à la maison à travailler sur quelque chose et que vous tombez sur un mot qui vous gêne, arrêtez-vous et prenez simplement un dictionnaire pour vérifier ce que ça veut dire. Il y a des situations où ce que je recommande, c'est faites le maximum d'anglais. Si vous comprenez pas tout, c'est pas grave. Si vous comprenez 30% et que ça passe à 35%, c'est quand même un progrès. Mais il y a des situations où si vous voyez qu'un mot vous gêne vraiment, arrêtez-vous, voyez ce qu'il veut dire. Un autre exemple, ça va être si vous discutez avec un ami dans un café et qu'à un moment il vous sort un mot qui vous gêne, euh, prenez le temps de demander une explication. La même chose si vous avez des cours particuliers avec un prof, et c'est votre responsabilité, tout ça, voir quand quelque chose vous gêne vraiment, voir quand quelque chose vous gêne et que ça vous bloque en fait, c'est à vous de réaliser que ça se produit et d'éclaircir le doute. L'avantage de ça, c'est que la prochaine fois qu'on vous verrez ce mot-là, eh bien, les choses seront déjà plus claires. Ce qui est important, c'est de lever le doute parce que le doute, ça fait perdre énormément en énergie. Si vous avez un mot qui vous bloque pendant toute une conversation, voilà, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Donc lever le doute à différents niveaux. C'est à ce niveau-là aussi que la grammaire sert à quelque chose. C'est-à-dire que souvent quand on ne comprend pas une phrase qui est un peu complexe, c'est à cause de la grammaire. La grammaire, ça ne doit pas vous servir à construire des phrases. Vous ne devez pas vous dire ah oui, je fais cette règle-là et cette règle-là, parce que c'est pas très naturel. Mais pour comprendre, analyser les choses, c'est là que ça sert. Voilà, j'ai plus beaucoup de temps. Ça conclut la liste. Écoutez, je suis content d'avoir pu faire ces vidéos. Et je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite de bonnes vacances.